l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus, bien évidemment sur LCI. Et notre enjeu ce soir, Paris dans le viseur. Quelle vengeance de Poutine? Poutine peut-il franchir une ligne rouge? Vous verrez que pour certains experts, si le contrat de 100 Rafale est bel et bien signé, cela pourrait poser un réel problème de sécurité en France. Les Russes voudraient en quelque sorte saboter ce contrat. On en parle de cette montée en puissance de la Russie en ce moment, jusque dans la guerre hybride sur plusieurs fronts. La Pologne dénonce le sabotage d'une voie ferroviaire menant vers l'Ukraine pour le compte d'une organisation étrangère. Cyberattaque au Danemark et la France. Et la France donc, au lendemain de ces annonces, dans le viseur, au-delà des mots, comment pourrions-nous être ciblés? Écoutez, regardez. Paris ne contribue en rien à la paix. Jusqu'à présent, Paris a attisé les sentiments militaires et bellicistes. Si ce contrat est signé, il va être signé sans doute, ça va poser un vrai problème de sécurité en France parce que la tentation des services russes sera de saboter ce contrat. Les menaces russes s'intensifient, vous venez de le rappeler. Les menaces sont de plus en plus nombreuses, les incursions également. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau le général Dominique Trinquant. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes ancien chef de la mission militaire de l'ONU. Bonjour Magali Barthez, merci également d'être à nos côtés. Vous êtes éditorialiste international LCI. Et bonjour Jean de Vignati, merci également d'avoir accepté notre invitation. Ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS. Le grand dossier, Paris dans le viseur, quelle vengeance de Poutine. C'est donc parti. D'abord, les mots en provenance du Kremlin en réponse à notre annonce, nos lettres d'intention signées avec Volodymyr Zelensky hier, regardez. La France continue d'armer le régime de Kiev. Elle le fait aujourd'hui et prévoit de le faire demain. Malheureusement, Paris ne contribue en rien à la paix. Jusqu'à présent, Paris a attisé les sentiments militaires et bellicistes, ce qui ne peut que déplaire. Quels que soient les avions fournis à Kiev, ils ne changeront pas la situation sur le front, ni la dynamique observée non seulement par nous, mais aussi par les experts militaires du monde entier. Faisons simple, Jean de Vignati, ancien ambassadeur de France en Russie. Que craindre derrière les mots de la part de la Russie? Là, c'est une réaction, j'allais dire, minimale, voire habituelle, en disant même pas mal, de toute façon, ils sont pas là, et de toute façon, on s'en fout, pour dire les choses. Donc, ça fait partie d'une sorte de trilogie. Alors, sur le fond, il n'a pas complètement tort, puisqu'on sait bien qu'il s'agit d'une lettre d'intention, que le financement n'est pas assuré. Donc, pour l'instant, pour les Russes, il n'y a pas péril en la demeure. Et puis, il y a eu autre chose aussi, c'est que s'il y a une paix, parce qu'on pourrait envisager, c'est d'ailleurs ce qui va se passer, c'était probablement ce qui était dans l'esprit de ceux qui ont préparé ce contrat, s'il y a une paix, il faudra que l'Ukraine soit assez forte pour résister à un éventuel revenez-y de la part des Russes. Mais ce que les Russes ont en tête, c'est le schéma des accords d'Istanbul d'avril, où dans l'accord, il y a une limitation des forces militaires, aériennes, tanks, effectifs, de la part des Ukrainiens. Donc en fait, dans l'esprit des Russes, en dehors des vociférations un peu habituelles, il faut dire les choses, c'est ceinture et bretelles. Ils sont relativement tranquilles dans cette affaire. Général. Oui, je pense que aujourd'hui, hier plus exactement, la France s'est engagée sur le long terme avec l'Ukraine. Comme le disait Monsieur l'ambassadeur, il s'agit d'une lettre d'intention, pas d'un contrat. Donc une lettre d'intention, ça va prendre du temps. Il faut négocier le contrat, voir les financements, que Dassault ait de la place pour ces avions-là, puisqu'il a des commandes importantes en ce moment, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Égypte, avec d'autres pays. Donc ça va prendre du temps. Mais c'est un engagement sur le long terme. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans la bouche de M. Peskov, pardon, je confonds avec la ville. Peskov, c'est que il vous parle de la paix. Mais je rappelle que la France, comme les pays européens, sont les premiers à demander un cessez-le-feu pour établir la paix. Les premiers qui refusent cela, c'est la Russie. Donc c'est la Russie qui doit être accusée, c'est pas ceux qui soutiennent l'Ukraine à bon droit, pour pouvoir avoir un cessez-le-feu, discuter de la paix et discuter du futur de cet État ukrainien
qui s'orientent vers l'Europe et de la défense de cet État. Voilà quelles sont les choses. Alors, la menace russe, elle est essentiellement aujourd'hui idéologique. C'est le cyber, c'est la désinformation, c'est de dire, vous voyez, les faiseurs de guerre, ce sont les Européens, nous ne voulons que la paix, et puis bien sûr de faire le contraire de ce qu'ils disent. Je vous propose d'écouter Jean-Dominique Merchet, qui disait hier sur ce plateau que oui, il y aura un vrai problème de sécurité en France si le contrat est bel et bien signé. Ça passerait par des attaques, des cyberattaques, vers les groupes notamment, qui pourraient construire les avions en question, les Rafales, ou encore tout type d'armement, et surtout les sous-traitants. Regardez. Si ce contrat est signé, il va être signé sans doute, ça va poser un vrai problème de sécurité en France, parce que la tentation des services russes sera de saboter ce contrat, c'est-à-dire d'aller piéger, pas forcément Dassault, qui a des systèmes de sécurité extrêmement sophistiqués, mais justement tout ce petit tissu d'entreprises de taille intermédiaire ou de PME qui sont des fournisseurs pour le Rafale. Et donc, il va falloir qu'ils renforcent considérablement leur cybersécurité, mais même leur protection physique. Oui. Parce qu'on a vu des actions des services russes, par exemple en République tchèque, faire sauter des entreprises, etc., etc. Alors, je dois vous dire qu'on a essayé de contacter des entreprises qui seraient concernées. Elles estiment qu'il est trop tôt pour communiquer. Mais ces mots de Jean-Dominique Merchet, il va falloir que ces tissus de PME qui travaillent sur nos contrats renforcent leur cybersécurité et leur protection physique. Parce qu'on a eu la preuve par le passé d'actions russes. On en est là. C'est ce qui est en train de s'écrire. Encore ces derniers jours, au Danemark, par exemple, qui est en train de voter pour des élections locales, eh bien, il y a eu énormément d'attaques cyber, des cyberattaques qui ont notamment visé un site, une entreprise d'armement. Quand Jean-Dominique Merchet parle de ces précédents, on a eu en Allemagne, par exemple, le patron de Rheinmetall, qui est le géant de l'industrie de l'armement allemande, qui aurait, c'est des révélations de la presse américaine, échappé à un attentat fomenté par la Russie, ce que la Russie a toujours évidemment nié, mais montrant bien là qu'en effet, la menace, elle est omniprésente et que pour les industriels de l'armement, évidemment, il faut prendre cette menace extrêmement au sérieux. En effet, il y a eu des usines dans les pays de l'OTAN qui ont déjà été visées parce qu'ils servaient justement à faire des munitions pour l'Ukraine. Donc oui, cette menace, elle est très présente. Et pour la France, qui aujourd'hui s'affiche en première ligne avec ce contrat XXL d'armement, ça devient une menace qu'il va falloir prendre très, très au sérieux pour les prochaines années. Oui, général. Oui, non, mais c'est, comme le dit Magali, mais c'est général, c'est absolument pas lié à la lettre d'intention. Regardons bien les choses. On est en soutien à l'Ukraine, on prépare nos armées étaient en Roumanie, une brigade était en Roumanie pour s'entraîner, et ça a transporté tous ces équipements, tous ces blindés par les voies terrestres, ferroviaires, routières et maritimes. Donc la France, comme beaucoup de pays d'Europe, est face à la Russie. Et donc aujourd'hui, on doit se préparer. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé de drones qui survolaient dans le sud-ouest, la fameuse société française qui fait les poudres explosifs, qui est une des premières, qui a lancé une deuxième ligne, enfin qui produit énormément. Donc tous les éléments sont là. Donc je pense que ça n'a strictement rien à voir avec la lettre d'intention, dont je répète que s'il y a un contrat, ça sera dans 3 ou 4 ans, donc on n'y est pas tout à fait. Mais en tout cas, toutes les industries d'armement ont besoin de se renforcer. C'est probablement pour ça que quand vous les questionnez, ils disent il est trop tôt. Parce que quand vous leur parlez de la lettre d'intention, ils disent attendez, on n'y est pas. On n'y est pas encore. On a quand même le temps de voir venir. Hein. Mais en revanche, ils ne veulent pas vous dire naturellement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce qu'ils sont contraints de le faire. Protection physique, vous avez raison, les enceintes, le filtrage, et puis tous les systèmes cyber. Aujourd'hui, il y a encore une attaque cyber aujourd'hui sur des sites totalement civils, mais c'est quasiment tous les jours. Donc évidemment que les services russes vont s'en donner à cœur joie. Nous sommes également en direct avec Sergueï Boutman. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Merci de prendre le temps de vous connecter. Tout simplement, et je le rappelle, vous êtes en direct de Moscou.
Oui, tout à fait. Que devons-nous craindre en France de la part de la Russie au lendemain des lettres d'intention signées entre le président français et Volodymyr Zelensky, selon vous? Vous savez, c'est les réactions du Kremlin, de Peskov, le porte-parole de Poutine, c'était des réactions attendues et automatiques. Ça ne veut rien dire de concret. Et les réactions de M. Medvedev, ancien président, très brutales, on pouvait les imaginer nous-mêmes. On connaît ce qui est fait, mais quand il s'agit des pas concrets de la Russie, de quelque chose comme une guerre hybride qui se poursuit, des renseignements, des attentats qui se poursuivent, ça ne dépend pas des déclarations franco-ukrainiennes sur les Rafales, etc. C'est la politique russe qui se poursuit. La politique est très dure, la politique est très isolationniste, la politique est aussi de représenter la Russie comme une victime de la guerre menée contre elle. Voilà. On reste ensemble, Sergueï Boutman. Je me tourne à nouveau vers vous, Jean de Glignasti. Je reviens sur cette question très précise. Est-ce qu'effectivement l'industrie de l'armement française doit s'inquiéter et doit commencer à se protéger? Mais je pense j'espère qu'elle a commencé depuis longtemps, parce que bien entendu c'est une cible première, comme l'a dit Général Trinquant. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle est l'objet d'attaques cyber. D'ailleurs, une cinquantaine de sociétés ont été visées en 2022 et 2023. Exactement. Donc je pense que ça ne change rien, et en tout cas de notre côté, il faut se prémunir contre ces attaques, accentuer peut-être une sécurité qui est déjà très forte chez les grands opérateurs. Donc, ça ne change pas grand-chose pour l'instant. Alors, le jour où il y aura des rafales qui bombarderont, là, à ce moment-là, on pourra commencer à imaginer une escalade plus forte. Mais pour l'instant, on est dans, les affaires comme d'habitude, business as usual. Mais je vais revenir sur les chiffres que je donnais pour être tout à fait précise. Le 25 juin 2024 au Sénat, Sébastien Lecornu, il était à l'époque ministre de la Défense. Il avait été auditionné et il avait révélé ses statistiques sur les opérations d'ingérence étrangère dans l'industrie de défense française. Et donc, une cinquantaine de sociétés françaises ont été attaquées en 2022-2023. Alors, on parle d'intrusion, on parle de cambriolage, on parle de tentative d'approche. On peut imaginer du vol de données de notre industrie de défense. Alors, on peut imaginer des tentatives de vol de données, très certainement. Maintenant, le dispositif de défense globalement cyber, etc., des sociétés, c'est extrêmement renforcé et endurci depuis un certain nombre d'années. Et ceci n'est pas dû seulement à la guerre en Ukraine, ni au contrat. Je veux dire, les sociétés qui traitent de la défense sont des cibles. Alors, vous savez, quand il y a les grands salons, Eurosatori, etc., on nous préalertait contre les Chinois. Parce que les Chinois, eux, venaient nous voir. Les Russes, ils ne viennent plus nous voir. Mais les Chinois, eux, ils venaient nous voir. Et ils venaient nous espionner et prendre un certain nombre de choses. Où vous aviez une Chinoise qui s'était installée pas très loin de Toulouse avec une antenne satellitaire et qui essayait de capter les données qui étaient là. Donc vous voyez, tous ces sujets sont des sujets anciens. Mais au fur et à mesure, évidemment, que le temps passe, que le durcissement peut-être russe vient, parce que je pense qu'il vient, parce qu'ils se rendent compte qu'il a besoin de durcir de plus en plus sa position, peut-être qu'ils vont être tentés de faire de plus en plus d'actions. Sergueï Boutman, quand il évoquait cette pression sur l'industrie militaire française, le ministre de la Défense de l'époque, Sébastien Lecornu, disait c'est quelque chose qui est très guerre froide, qui n'a jamais vraiment disparu en réalité depuis l'époque, mais qui reprend une force particulière depuis 2-3 ans maintenant. C'est très guerre froide, en effet, ce que nous vivons là présentement. C'est même pire que nous vivons. Parce qu'à l'époque, c'était les moyens techniques et les moyens dont disposait l'Union soviétique. C'était plutôt classique, des résidents, des espions, etc., de l'espionnage économique et politique plutôt classique. Maintenant, il y a énormément de moyens de mener cette guerre froide. Si on peut le dire, c'est une guerre froide version 2.0 ou bien une guerre froide hybride. C'est très dangereux pour tous les pays,
pour tous les pays, notamment pour la France, qui est visée depuis longtemps, c'est vrai. On a assez de moyens pour lutter contre. J'ai essayé de trouver un peu les chiffres. Donc, il y a la direction du renseignement, de la sécurité et de la défense qui déploie 1700 agents civils. J'ai vu des chiffres assez fous. Le budget en hausse de 97% entre 2019 et 2025. Donc, on se dit, avec une telle hausse de budget, on est quand même particulièrement protégé, c'est le cas? Oui, mais ça correspond quand même à une hausse de la menace aussi en face. Donc ça implique de mettre des moyens supplémentaires sans cesse. Et c'est vrai que depuis le début de la guerre en Ukraine et cette montée quand même en puissance de l'industrie de l'armement européenne, il faut aussi que ça s'accompagne de mesures de sécurité particulières. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réponse qui est française, avec une augmentation en effet de la protection face à cette menace. Et puis, il y a une réponse qui peut aussi s'organiser au niveau européen. Les ministres de la Défense de plusieurs pays européens, dont la France, se sont réunis la semaine dernière pour justement voir comment essayer de coordonner, d'échanger un maximum d'informations, essayer aussi. Alors ça, c'est le grand dossier du moment à Bruxelles, mais la lutte contre les drones, parce que c'est l'une, évidemment, des grandes menaces aujourd'hui, cette menace des intrusions de drones qui survolent des aéroports, qui survolent des sites militaires, comme le disait le général. Donc tout ça, ça implique aussi de trouver des moyens au niveau européen, parce que c'est aussi là, éventuellement, qu'il y a des marges budgétaires. Je voudrais juste aussi vous soumettre une information, alors que, vous le voyez, Moscou nous met à nouveau en garde, que hier, il y a des grandes déclarations de la France aux côtés de Volodymyr Zelensky signant des lettres d'intention. Eh bien, on apprend que la France réexporte de l'uranium de retraitement vers la Russie. C'est un article du Figaro qui nous a alertés, notamment ces dernières heures. Samedi, l'ONG Greenpeace a photographié un chargement d'au moins une dizaine de containers d'uranium de retraitement à bord d'un cargo. Sur les clichés que vous voyez ici de Greenpeace, on voit des camions, une grue qui s'active, qui charge des conteneurs en tôle que vous avez aperçu là juste à l'instant et qui sont montés à bord d'un navire immatriculé sous pavillon panaméen. D'après le site Marine Traffic, le cargo a déjà quitté Dunkerque, remonte la Manche en direction de la mer du Nord et destination la baie de Louga, une centaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Vous le savez très bien, quand on met cette info sur la table, certains se disent mais quelle hypocrisie, on réexporte de l'uranium de retraitement vers la Russie. Je précise que ce n'est pas illégal, mais la morale. Jean de Glignasti. D'abord, comme vous le dites très justement, États-Unis, Canada, Grande-Bretagne qui vient d'annoncer qu'elle mettait fin à toute importation d'uranium russe en 2028. Tout le monde peut espérer que la guerre soit terminée à ce moment-là. Et France ont gardé des relations en matière d'uranium avec la Russie. Parce que la Russie a des capacités, notamment en matière de formatage du carburant. Et il y a beaucoup de centrales en Europe centrale qui sont de centrales nucléaires en Hongrie ou ailleurs, qui sont sur le modèle soviétique et qui ne peuvent vivre et fonctionner qu'avec du carburant nucléaire formaté en Russie. Donc du coup, on n'a pas mis l'uranium dans les sanctions. Alors tout le monde a pris a fait de très grandes déclarations, de bonnes intentions en disant on va arrêter d'importer de l'uranium russe et tout ça. Mais dans la réalité, le fait est qu'on en a besoin. Et donc, à partir du moment où on a besoin, malheureusement, les questions morales passent au deuxième plan. Un tel transfert, jamais observé depuis plus de 3 ans, est immoral, malgré tout, dit l'ONG Greenpeace. Je sais que ça vous fait réagir, Sergueï Bounpal. Vous ne le voyez pas, mais moi je le sais, on me le dit. Allez-y, depuis Moscou. Oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur l'ambassadeur qui connaît très bien la Russie de presque toutes les époques récentes, mais on sait très bien quels sont les liens entre l'Europe et la Russie. Et Poutine mise surtout sur cette impossibilité de rompre avec la Russie, avec ses ressources. Oui, c'est pourquoi on a besoin de nous, pense Poutine, c'est pourquoi on ne va pas nous empêcher d'envahir l'Ukraine et on ne va pas nous empêcher de mener notre politique qui est maintenant d'une agression flagrante. Voilà, c'est triste, mais les faits et les informations que vous nous communiquez tout de suite, tout à l'heure vous avez communiqué des informations qui le prouvent, et c'est une situation tout à fait ambiguë dans laquelle et toutes les relations de l'Europe avec l'Ukraine qui combat
l'agression. Et je ne sais pas si c'est un peu entre deux chaises, parce qu'il est impossible de s'asseoir sur les deux. Allez-y, Général, en quelques mots. Oui, en quelques mots, on sort de deux périodes, une période de désarmement et d'une période de la mondialisation heureuse, qu'on appelait la mondialisation heureuse. Tout ceci ne s'inverse pas en 5 minutes. Pour remonter notre industrie de défense, on a besoin d'un certain temps. Pour arriver à devenir plus autonome dans un certain nombre de domaines, et en particulier dans le domaine nucléaire, puisque la Russie est un grand pays dans ce domaine-là, on a besoin de temps. Donc il n'y a pas beaucoup de moralité là-dedans. Mais y a-t-il beaucoup de moralité dans la politique et dans ce que nous menons? Nous, aujourd'hui, nous menons la guerre à la Russie à cause de l'Ukraine. Et uniquement à cause de ce sujet-là. Et on espère bien qu'à un moment, la Russie s'en tirera et rejoindra le club des nations. Je remercie vraiment vivement Sergueï Boutman d'avoir été en direct avec nous depuis Moscou. Merci vraiment à vous. Et là, nous accueillons sur ce plateau Louis Gauthier. Je vous en prie, faites votre entrée. Vous êtes directeur de la chaire stratégique de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous êtes ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Bonjour. Merci d'être là. Avec vous, nous parlerons de la Russie sur plusieurs fronts. La Pologne dénonce un sabotage sans précédent, on va tout vous dire. Une cyberattaque russe frappe plusieurs partis politiques au Danemark. Et puis, regardez ce qu'a déclaré le ministre de la Défense allemand, M. Pistorius. L'été dernier pourrait avoir été notre dernier été en paix. Voilà qui résonne fort. On en reparle dans un instant. On vous dit à tout de suite. C'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus, bien évidemment sur LCI. Et notre enjeu ce soir, Paris dans le viseur. Quelle vengeance de Poutine? Poutine peut-il franchir une ligne rouge? Vous verrez que pour certains experts, si le contrat de 100 Rafale est bel et bien signé, cela pourrait poser un réel problème de sécurité en France. Les Russes voudraient en quelque sorte saboter ce contrat. On en parle de cette montée en puissance de la Russie en ce moment, jusque dans la guerre hybride. Sur plusieurs fronts, la Pologne dénonce le sabotage d'une voie ferroviaire menant vers l'Ukraine pour le compte d'une organisation étrangère. Cyberattaque au Danemark et la France. Et la France donc, au lendemain de ces annonces, dans le viseur, au-delà des mots, comment pourrions-nous être ciblés? Écoutez, regardez. Paris ne contribue en rien à la paix. Jusqu'à présent, Paris a attisé les sentiments militaires et bellicistes. Si ce contrat est signé, il va être signé sans doute, ça va poser un vrai problème de sécurité en France, parce que la tentation des services russes sera de saboter ce contrat. Les menaces russes s'intensifient, vous venez de le rappeler. Les menaces sont de plus en plus nombreuses, les incursions également. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau le général Dominique Trinquant. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes ancien chef de la mission militaire de l'ONU. Bonjour Magali Barthez, merci également d'être à nos côtés. Vous êtes éditorialiste international LCI. Et bonjour Jean de Vignassi, merci également d'avoir accepté notre invitation. Ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS. Le grand dossier, Paris dans le viseur, quelle vengeance de Poutine? C'est donc parti. D'abord, les mots en provenance du Kremlin en réponse à notre annonce, nos lettres d'intention signées avec Volodymyr Zelensky hier, regardez. La France continue d'armer le régime de Kiev. Elle le fait aujourd'hui et prévoit de le faire demain. Malheureusement, Paris ne contribue en rien à la paix. Jusqu'à présent, Paris a attisé les sentiments militaires et bellicistes, ce qui ne peut que déplaire. Quels que soient les avions fournis à Kiev, ils ne changeront pas la situation sur le front, ni la dynamique observée non seulement par nous, mais aussi par les experts militaires du monde entier. Faisons simple, Jean de Vignassi, ancien ambassadeur de France en Russie. Que craindre derrière les mots de la part de la Russie? Là, c'est une réaction, j'allais dire, minimale, voire habituelle, en disant même pas mal, de toute façon, ils sont pas là, et de toute façon, on s'en fout, pour dire les choses. Donc, ça fait partie d'une sorte de trilogie. Alors, sur le fond, il n'a pas complètement tort, puisqu'on sait bien qu'il s'agit d'une lettre d'intention, que le financement n'est pas assuré. Donc, pour l'instant, pour les Russes, il n'y a pas péril en la demeure. Et puis, il y a eu autre chose aussi, c'est que s'il y a une paix,
parce qu'on pourrait envisager, c'est d'ailleurs ce qui va se passer, c'était probablement ce qui était dans l'esprit de ceux qui ont préparé ce contrat, s'il y a une paix, il faudra que l'Ukraine soit assez forte pour résister à un éventuel revenez-y de la part des Russes. Mais ce que les Russes ont en tête, c'est le schéma des accords d'Istanbul d'avril, où dans l'accord, il y a une limitation des forces militaires, aériennes, tanks et effectifs de la part des Ukrainiens. Donc en fait, dans l'esprit des Russes, en dehors des vociférations un peu habituelles, il faut dire les choses, c'est ceinture et bretelles. Ils sont relativement tranquilles dans cette affaire. Général. Oui, je pense que aujourd'hui, hier plus exactement, la France s'est engagée sur le long terme avec l'Ukraine. Comme le disait Monsieur l'ambassadeur, il s'agit d'une lettre d'intention, pas d'un contrat. Donc une lettre d'intention, ça va prendre du temps. Il faut négocier le contrat, voir les financements, que Dassault ait de la place pour ces avions-là, puisqu'il a des commandes importantes en ce moment, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Égypte, avec d'autres pays. Donc ça va prendre du temps. Mais c'est un engagement sur le long terme. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans la bouche de M. Peskov, pardon, je confonds avec la ville Peskov, c'est qu'il vous parle de la paix. Mais je rappelle que la France, comme les pays européens, sont les premiers à demander un cessez-le-feu pour établir la paix. Les premiers qui refusent cela, c'est la Russie. Donc c'est la Russie qui doit être accusée, c'est pas ceux qui soutiennent l'Ukraine à bon droit, pour pouvoir avoir un cessez-le-feu, discuter de la paix et discuter du futur de cet État ukrainien qui s'oriente vers l'Europe et de la défense de cet État. Voilà quelles sont les choses. Alors la menace russe, elle est essentiellement aujourd'hui idéologique. C'est le cyber, c'est la désinformation, c'est de dire, vous voyez, les faiseurs de guerre, ce sont les Européens, nous ne voulons que la paix, et puis bien sûr de faire le contraire de ce qu'ils disent. Je vous propose d'écouter Jean-Dominique Merchet, qui disait hier sur ce plateau que oui, il y aura un vrai problème de sécurité en France si le contrat est bel et bien signé. Ça passerait par des attaques, des cyberattaques, vers les groupes notamment, qui pourraient construire les avions en question, les Rafales, ou encore tout type d'armement, et surtout les sous-traitants. Regardez. Si ce contrat est signé, il va être signé sans doute, ça va poser un vrai problème de sécurité en France, parce que la tentation des services russes sera de saboter ce contrat, c'est-à-dire d'aller piéger, pas forcément Dassault, qui a des systèmes de sécurité extrêmement sophistiqués, mais justement tout ce petit tissu d'entreprises de taille intermédiaire ou de PME qui sont des fournisseurs pour le Rafale. Et donc, il va falloir qu'ils renforcent considérablement leur cybersécurité, mais même leur protection physique. Oui. Parce qu'on a vu des actions des services russes, par exemple en République tchèque, faire sauter des entreprises, etc., etc. Alors, je dois vous dire qu'on a essayé de contacter des entreprises qui seraient concernées. Elles estiment qu'il est trop tôt pour communiquer. Mais ces mots de Jean-Dominique Merchet, il va falloir que ce tissu de PME qui travaillent sur nos contrats renforcent leur cybersécurité et leur protection physique. Parce qu'on a eu la preuve par le passé d'actions russes. On en est là. C'est ce qui est en train de s'écrire. Encore ces derniers jours, au Danemark, par exemple, qui est en train de voter pour des élections locales, eh bien, il y a eu énormément d'attaques cyber, des cyberattaques qui ont notamment visé un site, une entreprise d'armement. Quand Jean-Dominique Merchet parle de ces précédents, on a eu en Allemagne, par exemple, le patron de Rheinmetall, qui est le géant de l'industrie de l'armement allemande, qui aurait, c'est des révélations de la presse américaine, échappé à un attentat fomenté par la Russie, ce que la Russie a toujours évidemment nié, mais montrant bien là qu'en effet, la menace, elle est omniprésente et que pour les industriels de l'armement, évidemment, il faut prendre cette menace extrêmement au sérieux. En effet, il y a eu des usines dans les pays dans les pays de l'OTAN qui ont déjà été visées parce qu'ils servaient justement à faire des munitions pour l'Ukraine. Donc oui, cette menace, elle est très présente. Et pour la France, qui aujourd'hui s'affiche en première ligne avec ce contrat XXL d'armement, ça devient une menace qu'il va falloir prendre très très au sérieux pour les prochaines années. Oui, général. Oui, non, mais c'est comme le dit Magali, mais c'est général, c'est absolument pas lié à la lettre d'intention.
regardons bien les choses. On est en soutien à l'Ukraine, on prépare nos armées étaient en Roumanie, une brigade était en Roumanie pour s'entraîner, et ça a transporté tous ces équipements, tous ces blindés par les voies terrestres, ferroviaires, routières et maritimes. Donc la France, comme beaucoup de pays d'Europe, est face à la Russie. Et donc aujourd'hui, on doit se préparer. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé de drones qui survolaient dans le sud-ouest la fameuse société française qui fait les poudres explosifs, qui est une des premières, qui a lancé une deuxième ligne, enfin qui produit énormément. Donc tous les éléments sont là. Donc je pense que ça n'a strictement rien à voir avec la lettre d'intention, dont je répète que s'il y a un contrat, ça sera dans 3 ou 4 ans, donc on n'y est pas tout à fait. Mais en tout cas, toutes les industries d'armement ont besoin de se renforcer. C'est probablement pour ça que quand vous les questionnez, ils disent il est trop tôt. Parce que quand vous leur parlez de la lettre d'intention, ils disent attendez, on n'y est pas. On n'y est pas encore. On a quand même le temps de voir venir. Hein. Mais en revanche, ils ne veulent pas vous dire naturellement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce qu'ils sont contraints de le faire. Protection physique, vous avez raison, les enceintes, le filtrage, et puis tous les systèmes cyber. Aujourd'hui, il y a encore une attaque cyber aujourd'hui sur des sites totalement civils, mais c'est quasiment tous les jours. Donc évidemment que les services russes vont s'en donner à cœur joie. Nous sommes également en direct avec Sergueï Boutman. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Merci de prendre le temps de vous connecter. Tout simplement, et je le rappelle, vous êtes en direct de Moscou. Oui, tout à fait. Que devons-nous craindre en France de la part de la Russie au lendemain des lettres d'intention signées entre le président français et Volodymyr Zelensky, selon vous? Vous savez, c'est les réactions du Kremlin, de Peskov, le porte-parole de Poutine, c'était des réactions attendues et automatiques. Ça ne veut rien dire de concret. Et les réactions de M. Medvedev, ancien président, très brutales, on pouvait les imaginer nous-mêmes. On connaît ce qui est fait, mais quand il s'agit des pas concrets de la Russie, de quelque chose comme une guerre hybride qui se poursuit, des renseignements, des attentats qui se poursuivent, ça ne dépend pas des déclarations franco-ukrainiennes sur les Rafales, etc. C'est la politique russe qui se poursuit. La politique est très dure, la politique est très isolationniste, la politique est aussi de représenter la Russie comme une victime de la guerre menée contre elle. Voilà. On reste ensemble, Sergueï Boutman. Je me tourne à nouveau vers vous, Jean de Glignasti, et je reviens sur cette question très précise. Est-ce qu'effectivement l'industrie de l'armement française doit s'inquiéter et doit commencer à se protéger? Mais j'espère qu'elle a commencé depuis longtemps, parce que bien entendu c'est une cible première, comme l'a dit Général Trinquant. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle est l'objet d'attaques cyber. D'ailleurs, une cinquantaine de sociétés ont été visées en 2022 et 2023. Exactement. Donc je pense que ça ne change rien, et en tout cas de notre côté, il faut se prémunir contre ces attaques, accentuer peut-être une sécurité qui est déjà très forte chez les grands opérateurs. Donc, ça ne change pas grand-chose pour l'instant. Alors, le jour où il y aura des rafales qui bombarderont, là, à ce moment-là, on pourra commencer à imaginer une escalade plus forte. Mais pour l'instant, on est dans, les affaires comme d'habitude, business as usual. Mais je vais revenir sur les chiffres que je donnais pour être tout à fait précise. Le 25 juin 2024, au Sénat, Sébastien Lecornu, il était à l'époque ministre de la Défense, et il avait été auditionné, et il avait révélé ses statistiques sur les opérations d'ingérence étrangère dans l'industrie de défense française, et donc une cinquantaine de sociétés françaises ont été attaquées en 2022-2023. Alors on parle d'intrusion, on parle de cambriolage, on parle de tentative d'approche. On peut imaginer du vol de données de notre industrie de défense. Mais alors on peut imaginer des tentatives de vol de données, très certainement. Maintenant, le dispositif de défense globalement en cyber, etc., des sociétés, c'est extrêmement renforcé et endurci depuis un certain nombre d'années. Et ceci n'est pas dû seulement à la guerre en Ukraine, ni au contrat. Je veux dire, les sociétés qui traitent de la défense sont des cibles
Alors, vous savez, quand il y a les grands salons, Eurosatori, etc., on nous préalertait contre les Chinois. Parce que les Chinois, eux, venaient nous voir. Les Russes, ils viennent plus nous voir. Mais les Chinois, eux, ils venaient nous voir. Et ils venaient nous espionner et prendre un certain nombre de choses. Où vous aviez une Chinoise qui s'était installée pas très loin de Toulouse, avec une antenne satellitaire, et qui essayait de capter les données qui étaient là. Donc vous voyez, tous ces sujets sont des sujets anciens. Mais au fur et à mesure, évidemment, que le temps passe, que le durcissement peut-être russe vient, parce que je pense qu'il vient, parce qu'ils se rendent compte qu'il a besoin de durcir de plus en plus sa position, peut-être qu'ils vont être tentés de faire de plus en plus d'actions. Sergueï Boutman, quand il évoquait cette pression sur l'industrie militaire française, le ministre de la Défense de l'époque, Sébastien Lecornu, disait c'est quelque chose qui est très guerre froide, qui n'a jamais vraiment disparu en réalité depuis l'époque, mais qui reprend une force particulière depuis 2-3 ans maintenant. C'est très guerre froide, en effet, ce que nous vivons là présentement. C'est même pire que nous vivons. Parce qu'à l'époque, c'était les moyens techniques et les moyens dont disposait l'Union soviétique. C'était plutôt classique, des résidents, des espions, etc., de l'espionnage économique et politique plutôt classique. Maintenant, il y a énormément de moyens de mener cette guerre froide. Si on peut le dire, c'est une guerre froide version 2.0 ou bien une guerre froide hybride. C'est très dangereux pour tous les pays, notamment pour la France, qui est visée depuis longtemps, c'est vrai. On a assez de moyens pour lutter contre. J'ai essayé de trouver un peu les chiffres. Donc, il y a la direction du renseignement, de la sécurité et de la défense qui déploie 1700 agents civils. J'ai vu des chiffres assez fous. Le budget en hausse de 97% entre 2019 et 2025. Donc, on se dit, avec une telle hausse de budget, on est quand même particulièrement protégé, c'est le cas? Oui, mais ça correspond quand même à une hausse de la menace aussi en face. Donc ça implique de mettre des moyens supplémentaires sans cesse. Et c'est vrai que depuis le début de la guerre en Ukraine et cette montée quand même en puissance de l'industrie de l'armement européenne, il faut aussi que ça s'accompagne de mesures de sécurité particulières. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réponse qui est française, avec une augmentation en effet de la protection face à cette menace. Et puis, il y a une réponse qui peut aussi s'organiser au niveau européen. Les ministres de la Défense de plusieurs pays européens, dont la France, se sont réunis la semaine dernière pour justement voir comment essayer de coordonner, d'échanger un maximum d'informations, essayer aussi. Alors ça, c'est le grand dossier du moment à Bruxelles, mais la lutte contre les drones, parce que c'est l'une, évidemment, des grandes menaces aujourd'hui, cette menace des intrusions de drones qui survolent des aéroports, qui survolent des sites militaires, comme le disait le général. Donc tout ça, ça implique aussi de trouver des moyens au niveau européen, parce que c'est aussi là, éventuellement, qu'il y a des marges budgétaires. Je voudrais juste aussi vous soumettre une information, alors que, vous le voyez, Moscou nous met à nouveau en garde, que hier, il y a des grandes déclarations de la France aux côtés de Volodymyr Zelensky signant des lettres d'intention. Eh bien, on apprend que la France réexporte de l'uranium de retraitement vers la Russie. C'est un article du Figaro qui nous a alertés, notamment ces dernières heures. Samedi, l'ONG Greenpeace a photographié un chargement d'au moins une dizaine de containers d'uranium de retraitement à bord d'un cargo. Sur les clichés que vous voyez ici de Greenpeace, on voit des camions, une grue qui s'active, qui charge des conteneurs en tôle que vous avez aperçu là juste à l'instant et qui sont montés à bord d'un navire immatriculé sous pavillon panaméen. D'après le site Marine Traffic, le cargo a déjà quitté Dunkerque, remonte la Manche en direction de la mer du Nord et destination la baie de Louga, une centaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Vous le savez très bien, quand on met cette info sur la table, certains se disent mais quelle hypocrisie, on réexporte de l'uranium de retraitement vers la Russie. Je précise que ce n'est pas illégal, mais la morale. Jean de Glignasti. D'abord, comme vous le dites très justement, États-Unis, Canada, Grande-Bretagne qui vient d'annoncer qu'elle mettait fin à toute importation d'uranium russe en 2028. Tout le monde peut espérer que la guerre soit terminée à ce moment-là. Et France ont gardé des relations en matière d'uranium avec la Russie. Parce que la Russie a des capacités, notamment en matière de formatage du carburant. Et il y a beaucoup de centrales en Europe
centrales qui sont de centrales nucléaires en Hongrie ou ailleurs, qui sont sur le modèle soviétique et qui ne peuvent vivre et fonctionner qu'avec du carburant nucléaire formaté en Russie. Donc du coup, on n'a pas mis l'uranium dans les sanctions. Alors tout le monde a pris a fait de très grandes déclarations, de bonnes intentions en disant on va arrêter d'importer de l'uranium russe et tout ça. Mais dans la réalité, le fait est qu'on en a besoin. Et donc, à partir du moment où on a besoin, malheureusement, les questions morales passent au deuxième plan. Un tel transfert, jamais observé depuis plus de 3 ans, est immoral, malgré tout, dit l'ONG Greenpeace. Je sais que ça vous fait réagir, Sergueï Boutman. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le sais, on me le dit. Allez-y, depuis Moscou. Oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur l'ambassadeur qui connaît très bien la Russie de presque toutes les époques récentes, mais on sait très bien quels sont les liens entre l'Europe et la Russie. Et Poutine mise surtout sur cette impossibilité de rompre avec la Russie, avec ses ressources. Oui, c'est pourquoi on a besoin de nous, pense Poutine, c'est pourquoi on ne va pas nous empêcher d'envahir l'Ukraine et on ne va pas nous empêcher de mener notre politique qui est maintenant d'une agression flagrante. Voilà, c'est triste, mais les faits et les informations que vous nous communiquez tout de suite, tout à l'heure, vous avez communiqué des informations qui le prouvent, et c'est une situation tout à fait ambiguë dans laquelle et toutes les relations de l'Europe avec l'Ukraine qui combat l'agression. Et je ne sais pas si c'est un peu entre deux chaises, parce qu'il est impossible de s'asseoir sur les deux. Allez-y, Général, en quelques mots. Oui, en quelques mots, on sort de 2 périodes, une période de désarmement et d'une période de la mondialisation heureuse, qu'on appelait la mondialisation heureuse. Tout ceci ne s'inverse pas en 5 minutes. Pour remonter notre industrie de défense, on a besoin d'un certain temps. Pour arriver à devenir plus autonome dans un certain nombre de domaines, et en particulier dans le domaine nucléaire, puisque la Russie est un grand pays dans ce domaine-là, on a besoin de temps. Donc il n'y a pas beaucoup de moralité là-dedans, mais y a-t-il beaucoup de moralité dans la politique et dans ce que nous menons? Nous, aujourd'hui, nous menons la guerre à la Russie à cause de l'Ukraine. Et uniquement à cause de ce sujet-là. Et on espère bien qu'à un moment, la Russie s'en tirera et rejoindra le club des nations. Je remercie vraiment vivement Sergueï Boutman d'avoir été en direct avec nous depuis Moscou. Merci vraiment à vous. Et là, nous accueillons sur ce plateau Louis Gauthier. Je vous en prie, faites votre entrée. Vous êtes directeur de la chaire stratégique de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous êtes ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Bonjour. Merci d'être là. Avec vous, nous parlerons de la Russie sur plusieurs fronts. La Pologne dénonce un sabotage sans précédent, on va tout vous dire. Une cyberattaque russe frappe plusieurs partis politiques au Danemark. Et puis, regardez ce qu'a déclaré le ministre de la Défense allemand, M. Pistorius, l'été dernier, pourrait avoir été notre dernier été en paix. Voilà qui résonne fort. On en reparle dans un instant. On vous dit à tout de suite. Votre programme avec le Rénov', fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Le Rénov', s'ouvrir au monde. Votre programme avec My Variation, des brosses à dents à technologie Sony, recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com. 18h, 20h, rejoignez-nous du lundi au vendredi sur LCI. Rien que les faits et leur contexte avec nos indispensables. Allez droit au but avec nos invités, laissez libre cours à nos experts avec nos partis pris. Notre objectif, que vous puissiez vous faire votre opinion. 24h, c'est du lundi au vendredi de 18h à 20h sur LCI. Votre programme avec le Rénov', fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Le Rénov', s'ouvrir au monde. Amazon développe sa flotte de livraison pour atteindre 10 000 véhicules électriques en Europe cette année. Le changement se vit au plus près de chez vous, sur le pas de votre porte. T'as vu? Je t'ai pas menti, hein? Avec Omiris, on n'y arrivera jamais.
Sirène, agent de sécurité. Ah ouais? Appel à la police. Et tout compris en plus. Même le matériel français et la maintenance. Avec Omiris, on n'a pas fini de courir. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Chez Honda, on ne conçoit pas des voitures hybrides pour n'importe qui. On les conçoit pour vous, comme vous et votre infatigable Alma, ou vous et votre inconsolable Tom. C'est pour vous qu'on a conçu le HR-V hybride, suréquipé de série pour s'adapter à toutes vos péripéties. Et en ce moment, avec le Honda HR-V hybride à partir de 219 € par mois, tout le monde est content, même Tom. Ça fait 40 ans qu'on s'aime, mais tout aurait pu s'arrêter il y a 6 ans à cause du cancer. On s'est battus. Le doute, le découragement, l'épuisement, nous les avons surmontés. J'ai eu si peur de te perdre. Un jour, le cancer ne sera plus une menace. Votre legs à la recherche y aura contribué. Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 45 59 59 01 ou sur leg.fondation-arc.org. Vous voyez ce tout petit caillou? Il peut faire sur votre pare-brise une énorme fissure et un gros stress à gérer. Pas avec Carglass, parce qu'on le gère facilement. Avec Carglass.fr, c'est facile. 3 minutes pour prendre rendez-vous et rapide parce qu'on a le plus grand stock Carglass de vitrage d'Europe. Avec ou sans option, on a le pare-brise dont vous avez besoin. Prêt à être remplacé directement sur votre voiture. Et c'est déjà réglé, comme si rien ne s'était passé. Et en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture Noroto. Alors, prenez rendez-vous sur Carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Pour ton anniversaire. Ah bon. Attends. Marc, tu peux ramener le gratin, s'il te plaît? Oui, c'est prêt. Quel anniversaire? Mais jamais de la vie. Toi, non. On en a parlé hier soir. Mais... Plus de mode pour votre vue, c'est plus de mode dans votre vie. Chez Optique 2000, pour une paire optique achetée, c'est une deuxième paire de marque à votre vue offerte. Optique 2000, on va se revoir. Dispositif médical CE. Cuisine Ixina présente la cuisine avec... Oh, c'est ma chanson, c'est ma chanson. Allez, vas-y, mets plus fort. Mais t'inquiète, les voisins sont pas là. Pour seulement 9 990 €. Ixina, des prix qui ont tout compris à la vie. Et à ce prix-là, profitez de la garantie 10 ans. Franchement, Sophie, je t'admire. Avec l'éducation de tes 3 enfants, ton boulot, je sais pas comment tu fais, t'es une extraterrestre. Tout ça avec un seul salaire, moi je dis, t'es une reine. Et demain, je vous emmène tous au ciné. Laissez, Votre Altesse. Pour aider les parents solos à faire des économies, Caisse d'épargne propose un forfait bancaire adapté à leurs besoins. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Jusqu'à la fin du mois chez Renault, l'entretien est offert sur l'ensemble de la gamme de véhicules utilitaires. Des millions d'enfants subissent aujourd'hui la plus grave crise alimentaire de notre génération. Chaque année, plus d'1 million d'enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition. Mais grâce à votre soutien, nous pouvons les sauver. Une solution simple existe. Ce sachet d'aliments thérapeutiques est rempli de vitamines et de nutriments essentiels. Avec 30 centimes par jour, soit 10 € par mois, vous pouvez fournir 30 sachets d'aliments thérapeutiques chaque mois pour les secourir. Aidez-nous à sauver la vie de millions d'enfants en danger en faisant un don maintenant. Avec 10 € par mois, vous leur offrez un traitement sur plusieurs semaines. Avec 10 € par mois, ces enfants peuvent reprendre des forces et retrouver le sourire. Il y a urgence. Aidons les enfants en danger. Faites un don maintenant sur unicef.fr/tv ou appelez au 0801 903 902. Pour tous ces enfants, merci. Amazon offre à ses salariés en France jusqu'à 3 500 € renouvelables chaque année pour financer des formations reconnues par l'État et accompagner leur évolution de carrière. Pour vous permettre de développer des compétences utiles, aussi bien au travail qu'à la maison.
Votre programme avec le Rénov', fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Le Rénov', s'ouvrir au monde. Votre programme avec My Variation, des brosses à dents à technologie sonique recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com. Vous êtes toujours devant le grand dossier, toujours cet enjeu Paris dans le viseur. Quelle vengeance de Poutine? On en parle avec mes invités bien évidemment dans un instant. Mais là tout de suite maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité. Boualem Sansal est de retour en France. Il a retrouvé le sol français à la mi-journée. L'écrivain gracié, libéré mercredi dernier après 1 an d'emprisonnement en Algérie, a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur dénonce un crime d'intimidation qui constitue, je cite, un point de bascule. À l'issue d'une réunion à l'Élysée consacrée au narcotrafic, Laurent Nunez est revenu sur l'assassinat de Mehdi Kessassi, frère d'un militant anti-drogue à Marseille, jeudi dernier. Emmanuel Macron appelle à poursuivre la lutte contre le narcotrafic et prévoit de se rendre à Marseille mi-décembre. Sébastien Lecornu, lui, appelle à l'unité nationale. Et dans l'actualité, Doctissimo, X, ChatGPT ou encore Marmiton, de nombreux sites internet en panne pendant plusieurs heures après un incident au sein du service Cloudflare qui s'occupe notamment de protéger les sites internet contre des attaques cyber. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons donc le fil de ce grand dossier. 2 Ukrainiens au service de Moscou sont soupçonnés de sabotage d'une voie ferrée en Pologne. La Pologne est furieuse après ce sabotage. Le drame a été évité de justesse, nous dit-on. La ligne qui transporte des passagers, des armes, des marchandises vers l'Ukraine. On va tout vous dire, mais je resalue, et j'en suis ravie sur ce plateau, le général Trinquant, Magali Barthez qui va tout vous dire dans un instant sur cette affaire. Nous sommes toujours avec Jean de Vignesti, bien évidemment. Et donc nous saluons à nouveau Louis Gauthier. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité, vous êtes directeur de chaire stratégique de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Je le disais, 2 Ukrainiens à la solde de Moscou, à l'origine de ce sabotage en Pologne. Écoutez le Premier ministre polonais. Les 2 individus identifiés sont des citoyens ukrainiens ayant opéré et collaboré pour les services russes depuis très longtemps. C'est le résultat de nos recherches et de celles du bureau du procureur et aussi le résultat de la coopération de nos services alliés. Allez Magali, on vient sur le fond de l'affaire ensemble. Magali, vous allez nous raconter ce sabotage. Allez-y. C'est un sabotage d'abord sans précédent qu'a vécu la Pologne. Un engin explosif avec de la qualité militaire, précise-t-on, a été placé donc sur une voie ferroviaire à Mika. On est à 100 de kilomètres au sud-est de Varsovie, vous voyez, pas très loin de la frontière ukrainienne. Ce qui frappe, c'est que ce n'est pas le seul incident, que sur cette même voie ferrée, il y a eu 2 autres incidents ces derniers jours. Là aussi, vous voyez, cette voie ferrée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle part de Varsovie, elle passe par l'est de la Pologne et elle va Lviv, dans l'ouest, jusqu'à Kiev. C'est une ligne essentielle pour acheminer des armes, du matériel pour l'Ukraine. Et comment réagit-on en Pologne, Magali? Tout de suite, vu la gravité de la menace, on a vu le Premier ministre polonais, Donald Tusk, se rendre sur place, convoquer un comité de sécurité nationale. Et aujourd'hui, on l'a entendu, c'est lui devant le Parlement, très formellement, qui annonce tout de suite les premières arrestations. 2 Ukrainiens qui travaillaient donc pour les services russes, dont l'un qui avait déjà été condamné pour acte de sabotage par l'Ukraine. Depuis le début, la main de la Russie, elle est dans tous les esprits et c'est ce que disait d'ailleurs tout de suite après ce sabotage ce ministre. La probabilité que cela soit fait sur ordre de services de renseignement étrangers est très élevée et les décisions du parquet qualifiant cet incident de terroriste le confirment également. Et Magali, pourquoi la Pologne est-elle si souvent la cible? Parce que son emplacement, évidemment, stratégique y est pour beaucoup. On peut re-regarder la carte, mais Lublin, on en avait parlé ces dernières semaines parce qu'il y a eu des survols de drones russes, très certainement, dans cette zone-là. Vous voyez aussi au sud cette base militaire de Réchaud qui est absolument essentielle, en fait, pour accueillir l'aide occidentale, notamment l'aide américaine, base militaire américaine qui ensuite distribue cette aide militaire à l'Ukraine. Donc c'est un point que les Russes surveillent
avec énormément d'attention, essaye donc de saboter les voies ferrées. Il faut savoir que la Pologne, quand même, a déjà interpellé plus de 55 personnes soupçonnées d'agir pour le compte de l'Ukraine, sans compter pour le compte de la Russie, sans compter donc ces 2 Ukrainiens dont on vient de parler. Merci beaucoup Magali. Louis Gauthier, je lisais les propos du haut général polonais qui disait la Pologne vit une période d'avant-guerre. Nous sommes dans une période d'avant-guerre. Il faut raison garder. Ce qui est certain, c'est que ces incursions, ces ingérences, ces démonstrations montrent la continuation de Moscou dans une politique agressive, y compris à l'égard des Européens. C'est la première chose que je constaterais. Le deuxième point, c'est que les Russes envoient toujours des messages qu'on peut tenter de décoder. Là, ils visent une ligne de chemin de fer au moment où l'OTAN s'interroge sur justement ces réseaux ferrés pour apporter de l'aide logistique, un appui éventuellement à Kiev dans le cadre notamment des garanties de sécurité. De la même manière, ils ont fait exploser un gazier qui apportait du gaz naturel liquéfié pour l'Ukraine juste avant l'hiver. Donc c'est cette espèce d'effet de démonstration de la Russie. Il y a la guerre en Ukraine et il y a une posture d'agressivité à l'égard des Européens. Vous évoquiez tout à l'heure les attaques cyber, mais j'étais au GDSN quand la France a connu la première grande attaque cyber très manifeste sur TV5 et on était en avril 2015, c'est-à-dire après l'annexion de la Crimée. Et ça n'a pas cessé. Donc, je dirais pas une avant-guerre, mais c'est vrai que dans cette affaire, les Européens ont une ligne à tenir pour apporter de la stabilité sur ce continent et faire cesser ce conflit. C'est à quoi les dirigeants s'appliquent. Je voudrais qu'on écoute la réaction de la Russie sur le sujet. C'est tombé quelques minutes avant le début de cette émission par la voix encore une fois de M. Peskov. Ce genre de militarisme et de rhétorique guerrière se fait de plus en plus entendre dans les capitales européennes. Vous savez qu'en Russie... Oui, on revient, c'était pas exactement la bonne déclaration. Oui, cette fois-ci, regardez. Tout d'abord, il serait très étrange que la Russie ne soit pas la première à être accusée. La Russie est accusée de toutes les manifestations de la guerre hybride et directe qui se déroulent en Pologne. Disons que tout le monde essaye de devancer le train européen. À cet égard, la russophobie est bien sûr en plein essor, mais le fait même que des citoyens ukrainiens soient à nouveau impliqués dans des actes de sabotage et de terrorisme contre des infrastructures critiques est remarquable. Pour l'analyse de texte, je me tourne vers vous, Jean Guignesti, ancien ambassadeur de France en Russie. Ça vous fait sourire, pourquoi ? Parce qu'il fait le job, mais quand on voit sa figure, on voit qu'il n'y croit pas trop, hein. C'est évident. Si on applique la règle à qui profite le crime, c'est évident que c'est aux Russes, c'est les seuls qui ont intérêt à faire sauter ce chemin de fer. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les Russes n'aient pas déjà commencé en Roumanie, parce que les 2 axes d'approvisionnement, c'est la Pologne et la Roumanie. Donc la Pologne... c'est une menace. Hein. Et ils ont dit à plusieurs reprises, dans les déclarations officielles russes, d'ailleurs, je me demande si c'était pas Peskov lui-même, que ceux par qui l'aide militaire arrive à l'Ukraine auront à souffrir. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, qu'il fallait qu'ils s'attendent à des représailles. Donc, là, Peskov, il fait... travail minimum, il croit tellement pas que ça me faisait sourire, parce que, j'allais dire, comme dans Pinocchio, il y a le nez qui bouge. Oui, mais face aux provocations, il faut aussi garder le calme des vieilles troupes. Il faut à la fois se renforcer, conforter ses positions, la cyberdéfense européenne, la protection de nos entreprises, de nos opérateurs critiques, c'est la bonne preuve. Mais il faut aussi être dans une position de solidité face à la Russie, mais pas dans une posture d'agressivité que la Russie a adoptée depuis très longtemps à notre égard. Le haut général polonais qui parle de période d'avant-guerre, ce ne sont pas des termes que vous reprenez, vous, général? Non, je dis qu'il y a une forme de guerre hybride qui a commencé depuis longtemps. Oui, d'accord. Je note dans ce que disait M. Peskov son sourire, j'approuve effectivement, mais ça l'amuse parce que ce sont des Ukrainiens. Donc vous comprenez, on accuse la Russie, mais ce sont des Ukrainiens. Et donc, ça veut dire, vous le comprenez,
que l'Ukraine est russe. C'est une évidence. Donc il y a ce langage qui est là-dedans. Mais comme nous le disions tout à l'heure, je pense que vous avez parfaitement raison, monsieur Le Gauthier. Il faut rester ferme, calme. Il y a un très bon exemple, c'est le président finlandais. Le président finlandais, vous connaissez l'histoire de la Finlande avec la Russie, ça a été quand même compliqué, hein, des combats, etc., etc. Et là, ils ont rejoint l'OTAN, bien sûr, et maintenant, ils le disent chaque fois, mais restons calmes et soyons forts. Et ne nous excitons pas sur ces mouvements-là. Quand on est fort, on est dissuasif. Quand on est faible, on est vulnérable. Et donc, il faut montrer cette force. Et cette force, c'est un peu comme dans le film japonais Kagemusha, la montagne ne bouge pas. Magali, je reviens vers vous juste après. Allez-y, Magali. Non, mais le but est quand même de déstabiliser les sociétés européennes et d'intimider. Parce que là, je regardais un peu la presse polonaise, qui est quand même extrêmement inquiète. Parce qu'elle dit, en fait, on franchit un cran avec ce sabotage dont le but, manifestement, en tous les cas, c'est ce qu'a dit Donald Tusk, c'était vraiment de faire dérailler un train. Donc, il n'y a pas eu de victimes parce que, manifestement, un conducteur a donné l'alerte à temps. Mais parce qu'il faut le dire, c'est bien une ligne qui transporte aussi des passagers. Hein. Voilà, absolument. Oui. Donc évidemment, ça pèse aussi sur le débat public. Bien sûr. Et vraiment, en Pologne, on commence à parler d'escalade. Mais peser sur le débat public, je me permets juste d'apporter encore une pierre à l'édifice de notre discussion. Il faut parler du Danemark. Vous avez, Magali, effleuré la question en début d'émission. Une cyberattaque russe qui a frappé plusieurs partis politiques au Danemark, alors que le Danemark se prépare des élections municipales et régionales. Les sites internet de plusieurs partis ont été inaccessibles. Ça s'est passé hier dans la matinée. Parfois, on a peur de dramatiser, nous. On se dit, bon, voilà, on a l'impression d'une montée en pression, mais en fait, c'est nous qui sommes un peu négatifs. Est-ce que, oui ou non, tout ça illustre une tendance accrue de cette guerre hybride actuellement? Oui, il y a une montée en pression, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, on le voit dans les actions revendiquées ou non revendiquées par les Russes qui sèment un trouble encore plus grand. Les attaques par drone sont rarement revendiquées. Les attaques par cyber, il y a un groupe de hackers russes, NoName57, qui l'a revendiqué. Les campagnes qu'on a connues en France, étoile bleue, main rouge, etc., n'ont pas été revendiquées, mais elles étaient signées par ceux qu'on a pu arrêter. Donc la Russie joue très bien de la crise de nerfs possible des Européens par ces attaques de moustiques, tantôt très ciblées, tantôt revendiquées, et tantôt qui créent une interrogation, une angoisse, comme ces attaques de drones. Oui, allez-y, général. Et rappelons simplement que la Pologne est sur la ligne de front. Elle est complètement sur la ligne de front. D'ailleurs, c'est illustré par le fait que dans la coalition des volontaires là, qui se monte sur l'Ukraine, les Polonais ont dit d'entrée de jeu, nous, on est une base arrière. Il faut qu'on tienne là où on est. On n'ira pas en Ukraine, mais il faut qu'on tienne là où on est. Donc, et puis l'histoire entre la Russie et la Pologne est semée de massacres, rappelez Katyn, etc. Donc il y a une longue histoire. Donc on comprend que les Polonais se sentent un peu plus agressés que nous ne le sommes, nous qui sommes à 2000 km de là. Il y a une autre image qui nous a marqué ces dernières heures. Pour la première fois, la Roumanie a dû évacuer 2 de ses villages après une attaque russe en Ukraine. En fait, ça s'est passé en bordure du Danube, à la frontière avec l'Ukraine, en une première causée par l'incendie d'un navire chargé de GPL et touché par une attaque de drone russe. Les autorités roumaines ont même décidé d'interrompre dans toute la région le trafic routier et naval pendant quelques temps. Voilà, encore une image qui nous a marqué ces dernières heures. C'est un peu un millefeuille, mais tout ça prend sens. Et puis, il y a des mots forts, ceux du ministre de la Défense allemand. Regardez ces mots. Il y a une première déclaration. Nous avons toujours supposé qu'une attaque russe contre l'OTAN pourrait avoir lieu en 2029. Mais maintenant, nous entendons des évaluations indiquant une possible escalade dès 2028. Et il ajoute, certains historiens militaires affirment même que l'été dernier, pourrait avoir été notre dernier été en paix. Et ça, je dois dire que ça nous a un tout petit peu secoué quand même. C'est le ministre allemand de la Défense, c'était le 15 novembre pour être tout à fait précise. Est-ce qu'il est dans l'exagération, là encore, ce ministre ? Visiblement, il veut adresser un message politique à sa population d'interrogation sur ce qui se passe. Alors 2028, vous savez, on est bientôt dans la 4e année de guerre. Et c'est toujours dans ces moments-là que l'effet de l'usure et le risque que les
pression et contre-pression cèdent, arrivent les conflits asymétriques, au bout d'un moment, la question d'usure se pose, et y compris pour les Russes, alors qu'on va rentrer dans une période de nouveau hivernale. Ils ont certes avancé, grignoté, notamment à l'est et au sud, mais ils n'ont pas encore remporté complètement la mise. Et donc il ne faut pas que les Européens fassent d'erreurs dans un moment où peut-être on peut revenir à des considérations qui feront que le cessez-le-feu est aussi intéressant pour les Russes que pour les Ukrainiens. Et pour ça, il ne faut pas perdre ce que finalement on a réussi à obtenir, que les États-Unis et l'Europe soient recollés ensemble. Donc il ne faut pas faire cette erreur, parce qu'évidemment, c'est cette erreur-là qu'exploiterait Poutine dans sa relation avec Washington. L'été dernier, dernier été de paix, Jean de Lignasty ? D'abord, la guerre, on y est déjà, d'une certaine façon. La notion de co-belligérance, c'est quelque chose qui est si je puis dire, à la disposition de chacun des deux potentiels co-belligérants. Donc le jour où les Russes diront ça y est, c'est la co-belligérance, ils le diront, et nous-mêmes, nous pouvons à un moment ou un autre le dire, alors que nous disons que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. En fait, nous y sommes un peu quand même. Moi, je ne crois pas au scénario d'une attaque contre l'OTAN, je crois plus à un scénario de déstabilisation, notamment des pays baltes, si les Russes gagnent. Pour l'instant, les Ukrainiens tiennent, et on est à l'abri de cette hypothèse. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est que quand Pistorius dit ça, ça veut dire qu'il prend en compte une éventuelle défaite ukrainienne. Et multiplication de déclarations assez fortes pour essayer de qualifier la période que nous vivons. Dominique de Villepin, je vous soumets cette déclaration générale au micro de Darius Rochebin. Regardez. Quand vous dites être entraîné dans quoi ? Être entraîné par une escalade, si l'Ukraine devait être enfoncée sur l'un ou l'autre de ses fronts. Le jeu des alliances, le jeu des engagements comporte une dynamique que nous connaissons. Nous l'avons vécu dans d'autres temps, pendant la Première Guerre mondiale, et nous savons que ce jeu d'entraînement des alliances peut être extrêmement dangereux. Donc ce que je dis, agissons les yeux ouverts. On pense à la Première Guerre mondiale, attention au jeu des alliances, ne pas se laisser entraîner ? Oui, alors le temps a passé quand même, ça fait un siècle, les moyens n'ont rien à voir, les moyens de communication, les moyens de dialogue. Il faut rappeler que la Première Guerre mondiale, ça a été essentiellement une absence de dialogue à un moment, et donc un enchaînement qui s'est fait. Mais à l'époque, on communiquait quand même mal. Vous semblez agacé, si je puis me permettre. Pourquoi ça vous agace, ce type de déclaration ? Parce que je suis un peu comme M. Gauthier, je trouve qu'il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas en rajouter. Il y a un excellent dossier, enfin je l'ai trouvé excellent du moins, de l'Institut Montaigne, piloté par l'ambassadeur Michel Duclos, qui a été fait. On en a beaucoup parlé sur ce point. Oui, et qui est très bien, parce qu'en fait j'en ai beaucoup parlé avec lui. En fait, ce que je trouvais intéressant, c'est la phase préalable. C'est la guerre hybride. En fait, toute cette première partie, il faut la gagner. Il faut tenir. Et si on tient là, les Russes n'iront pas à Narva. C'est ça ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas qu'ils vont aller à Narva. C'est qu'il faut que nous tenions cette phase préalable de guerre hybride. Restez calme. Boire frais, comme on dit dans l'armée. Restons calmes et buvons frais. Non, mais c'est l'expression qu'on donne. Et surtout, ne pas se faire bousculer. Et vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est extrêmement important. Le cœur, ce sont nos populations. C'est de faire peur aux populations. Et les périodes électorales sont fantastiques pour ça. Alors je voudrais vous parler maintenant du Rubicon. C'est une redoutable unité d'élite de drones de Vladimir Poutine. Avec nous d'ailleurs, Michel Polaco nous a rejoint. Bonjour à vous Michel Polaco, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Expert en aéronautique, questions de défense et du nucléaire, auteur du livre Drone, l'aviation de demain. Alors que la question des drones, vous l'avez bien compris avec nous ces derniers jours, monte et monte chez nous, on vous parle de cette unité qui est constituée, on va le dire, des meilleurs pilotes russes et qui s'est rapidement taillé une réputation de redoutable dans la guerre en Ukraine. C'est sans exagération la meilleure unité technologique de l'adversaire, disait une haute responsable ukrainienne il y a encore quelques jours. Je voudrais montrer ce clip maintenant diffusé par l'armée russe, un clip de recrutement diffusé sur les boucles Telegram et qui a été généré par l'intelligence artificielle. Depuis des milliers d'années, l'homme a appris l'art de la guerre. Aujourd'hui, nous instaurons les règles. Le ciel n'existe plus pour les dieux, mais pour ceux qui veulent le prendre.
La vitesse de la pensée, l'instinct de la victoire. Bienvenue dans la guerre sans limite. Le futur vous appartient. Faites-en partie. Alors, il faut comprendre qu'il faut prendre tout ça très au sérieux. C'est Gwendoline de Bono depuis le terrain qui nous a alerté hier sur l'importance de cette unité, le mal qu'elle fait sur le front aux Ukrainiens. Donc, on vous montre pas un clip juste parce que il y a de la musique et que ça envoie fort. Il y a une réalité derrière tout ça. Et d'ailleurs, on va l'explorer ensemble, Général. Général, selon une enquête de Radio Free Europe, Radio Liberty, l'organisation dont on parle opérait principalement depuis le Patriot Park. C'est une sorte de, selon les lectures que j'ai faites, une sorte de Disneyland militaire russe, je cite, situé dans la banlieue ouest de la capitale moscovite. Ici, on voit des images d'inauguration de différents types de drones. Je crois que vous savez nous décrire à peu près la nature de cette unité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors écoutez, la grosse qualité de cette unité, c'est d'avoir à la fois un centre de recherche près de Moscou, oui. Donc la recherche de pointe, la fabrication de pointe et les unités sur le terrain. Et donc ça accélère considérablement le cycle qui permet d'être à la pointe du progrès dans les attaques, parce que ceux qui sont sur le terrain savent qu'ils auront les matériels NEC plus ultra qui seront sortis de cette unité. Je voudrais simplement dire que on a réalisé effectivement que l'armée russe, depuis 2022, a considérablement progressé. Et les Ukrainiens étaient à la pointe du progrès dans les drones. Mais ils ont fait ça de façon décentralisée. Vous savez, chaque unité testait ses trucs, même récupérer les financements par des financements sociaux, etc., etc. Les Russes ont un peu fait l'inverse, ils ont centralisé. Et avec la puissance des finances russes mises là-dedans et des capacités des ingénieurs russes qui sont réelles, ils ont accéléré en centralisant. Et pour dire qu'ils ne sont pas les seuls, je voudrais dire, dans l'armée française, on a créé le commandement du combat futur, l'armée de terre, a été créé il y a une année. Il s'est installé où ? À côté de la section technique de l'armée de terre, pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire des chercheurs à côté des combattants, et ainsi accélérer le rythme de innover, produire et combattre sur le terrain. Alors, Général, on continue d'en parler. Je le disais, c'est une unité qui maintenant fait la différence sur le terrain. Je crois qu'on peut le voir du côté de Pokrovsk. On voit d'ailleurs ici des vidéos qui postent régulièrement les Russes. Et là, on est vraiment à Pokrovsk. On sait, et on le répète, l'importance maintenant, le rôle primordial des drones. Oui, cette unité, elle fait la différence présentement. Alors, elle fait la différence. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis les meilleurs, ceux qui ont été sélectionnés, et le spot que vous voyez tout à l'heure, vous présentiez, c'est un spot de recrutement. Oui. Et derrière, on leur dit, mon gars, tu t'engages, je te donne tant. Et il se dit, c'est pas mal, je vais dans une unité de drone qui est un peu moins sensible. Cette unité, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ciblé individuellement tous les pilotes de drones ukrainiens. Et en tuant directement les pilotes de drones ukrainiens, naturellement, elle a affaibli la défense ukrainienne dans la région de Potros. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, plus personne ne se promène, j'allais dire, ne marche au grand air. Parce que tout de suite, on sait qu'il y a des drones qui vont arriver et qui vont neutraliser les personnes comme les véhicules. Alors Michel Polaco, on est ensemble, je vous en remercie encore une fois. Pour vous, tout cela, est-ce vraiment la preuve de la redoutable mutation de l'armée russe ces derniers mois, ces dernières années, de sa montée en puissance assez exceptionnelle? Je crois qu'il faut quand même très légèrement pondérer, si vous voulez. Quand on dit que les Russes seraient capables de tuer les pilotes de drones ukrainiens, qui sont capables de développer une unité qui est donc une nouvelle corde à leur arc d'agression par drone, qui serait la plus moderne, la plus sophistiquée, la plus efficace. Bon, il est bien évident que dans le combat entre l'épée et le bouclier, il y a toujours un moment où l'épée gagne, un moment où le bouclier gagne. Donc pour l'instant, on peut dire que les Ukrainiens ont eu la main sur les drones, que les Russes sont en train de reprendre la main. Maintenant, je crois qu'il faut quand même pondérer tout ça. De quel drone s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de très gros drones, de drones moyens, de drones de longue portée, petite portée? Est-ce qu'il s'agit de faire uniquement de l'attaque ou est-ce qu'il s'agit aussi de se défendre? Parce que les Russes, ils en ramassent quand même pas mal sur eux des drones, vous voyez. Donc je crois qu'il faut faire un peu le tri dans tout ça et pas trop se laisser impressionner par ces images qui effectivement sont très impressionnantes.
mais qui, à mon sens, appartiennent plus au cinéma qu'à la réalité. Alors justement, la réalité, on va l'embrasser dans quelques instants, prenant la direction du terrain avec Gwendoline de Bono. Juste avant de la rejoindre, justement, Louis Gauthier. Non, mais le film est un film de propagande qui vient rétablir l'effet des drones ukrainiens qui ont créé des morts en grand nombre dans les rangs russes. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un rattrapage technologique russe qui est incontestable, mais qui a essentiellement une portée opérationnelle, tactique, pas stratégique sur l'issue de la guerre. Et le troisième, et ça il faut qu'on en tire la leçon, c'est un changement dans l'art de la guerre sur les drones, et y compris dans une robotisation du champ de bataille qui fait que, et les Ukrainiens les utilisent, grâce à l'intelligence artificielle, on peut programmer un drone qui finit sa course tout seul, qui vise, qui détecte et qui vise et qui tire directement. On continue d'en parler dans un instant avec vous, notamment, je le disais, Gwendoline de Bono. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Kiev. Je le rappelle, vous êtes de retour du front. Vous y avez passé 48 heures dans des conditions particulièrement difficiles. Et c'est vous qui, hier, nous avez raconté en direct eh bien, le mal que pouvait faire cette unité sur le terrain, sur le front. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans un instant, Gwendoline. À tout de suite. Je peux vous assurer que les discussions ne cessent jamais sur ce plateau. Non mais vraiment, pas de pause pour nous en réalité, je vous l'assure. Vous êtes bien devant le grand dossier. Toujours Paris dans le viseur, quelle vengeance de Poutine. Et puis on continue de vous parler du Rubicon, la redoutable unité d'élite de drones de Vladimir Poutine, constituée des meilleurs pilotes russes et qui s'est rapidement taillé une réputation redoutable dans la guerre en Ukraine. On en parle toujours avec le général Trinquant, passionné comme à chaque fois, avec Magali Barthès, toujours avec Louis Gauthier. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation, tout comme Jean de Glignesti, merci encore une fois. Et merci à vous infiniment, Gwendoline de Bono, d'être avec nous une nouvelle fois en direct. Vous êtes avec Vincent Wartner, je le rappelle, vous revenez du front, vous avez passé 48 heures sur le front, 48 heures très intenses, vous nous en avez parlé dès hier, et dès hier, c'est vous qui avez parlé de cette unité Rubicon. Racontez-nous à quel point, selon vous, elle fait du mal aux Ukrainiens, en effet, sur le front. Alors ce que vous disent les soldats ukrainiens, et pas seulement les soldats du rang, les officiers également, c'est qu'ils considèrent aujourd'hui que Rubicon, c'est l'un des problèmes, c'est presque le problème majeur de l'armée ukrainienne, et c'est pas pour eux une exagération. Alors qu'est-ce qui fait que c'est à ce point-là problématique pour l'armée ukrainienne? Eh bien, ce que vous disent ces officiers, c'est d'abord la méthode de Rubicon. En fait, Rubicon se focalise sur la destruction de la logistique ukrainienne derrière la ligne de contact, jusqu'à un peu plus de 10 km, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et ils ont une doctrine qui n'est pas fouillie, bien au contraire. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent en petits groupes. Donc vous allez avoir un groupe qui va être chargé uniquement d'aller chasser par drone et détruire les véhicules blindés ukrainiens. Vous allez avoir un groupe qui, lui, va avoir pour tâche, pour objectif de détruire tout ce qui est moyen de communication, les antennes, etc., etc. Ce qui fait qu'ils arrivent à des résultats. Et ensuite, ce qui inquiète beaucoup les Ukrainiens, c'est que ce qu'ils constatent, c'est que cette unité, elle fait que monter en puissance, à la fois en termes d'hommes, mais également en termes de matériel. Et puis elle forme maintenant les autres dronistes d'autres unités russes qui sont moins expérimentés. Voilà ce que nous a dit un officier. Si nous sommes en train de perdre Pokrovsk, eh bien c'est en grande partie à cause de Rubicon, à cause du fait qu'ils aient détruit méthodiquement notre logistique à partir du mois d'août dernier. Merci infiniment, Gwendoline de Bono avec Vincent Wartner derrière la caméra. Merci à vous deux comme à chaque fois. Michel Polaco, je ne vous ai pas oublié. Merci également d'être avec nous, expert en aéronautique, questions de défense et de nucléaire. Michel Polaco, je lisais par exemple Xavier Titelman dans la journée qui disait les Russes s'adaptent. Là, on s'en est la preuve très clairement. C'est plus du tout la même armée qu'en 2022. Cette armée, elle a muté. C'est ça l'histoire qui s'écrit là? Alors je ne dirais pas que l'armée a muté, mais effectivement, les Russes s'adaptent, comme d'ailleurs les Ukrainiens se sont adaptés. Quand les Russes ont attaqué, ils ont attaqué avec des chars et de l'artillerie. Et finalement, les Ukrainiens ont réussi à les repousser et à les tenir en garde avec des drones notamment, et avec des armes qui leur ont été confiées par les pays de l'OTAN. Donc, si vous voulez, oui, c'est un nouvel élément dans la panoplie russe, mais la panoplie russe, elle existe quand même, avec tout ce qu'on connaît, les avions, les missiles solaires, les missiles de croisière, etc., etc. Les Ukrainiens se sont déjà adaptés une fois. On a entendu ce que font les Russes avec le système qu'on peut appeler système Rubicon. D'ailleurs, au passage, n'oubliez pas, Rubicon, César, Pompée et Aléa Jacta Est, c'est-à-dire le sort en est jeté. Alors, est-ce que vraiment ce que les Russes font avec Rubicon, ça va changer le cours de la guerre?
j'en suis personnellement pas convaincu, d'autant plus que les Ukrainiens ont compris ce qui se passe et qu'ils peuvent en faire autant, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi viser un certain nombre de cibles très bien choisies, qui ont un effet très paralysant pour leur adversaire, pour les Russes. Maintenant qu'on sait ce que les Russes font avec Rubicon, les Ukrainiens qui ont des grosses capacités d'adaptation peuvent en faire autant. Merci Michel Polaco. Et justement, il faut qu'on s'arrête sur l'évolution ou non du côté ukrainien. Avant ça, je voudrais vous soumettre une séquence assez, on va dire, elle est surprenante. Hier, en marge de la visite Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, eh bien, le président ukrainien, il a rencontré et remercié des représentants du monde de la pêche breton. Parce que ces représentants du monde de la pêche breton, ils avaient envoyé en Ukraine des centaines et des centaines de kilomètres de filets de pêche pour protéger la population des drones. Regardez cette séquence. Courage à vous. Courage. Merci. Ça me fait plaisir vraiment. Alors, on va regarder une petite photo ensemble. Vous allez voir, il a mis la doudoune. Tout commence en Finistère. Voilà, comme hommage. Alors là, on ne le voit pas, là, c'est raté, mais en bas, là. Ah, voilà, merci. Ça y est, on le voit. Tout commence en Finistère. Voilà, ça prête à sourire et ça fait du bien. Mais les Ukrainiens, ils ne sont pas en reste en termes d'évolution. Ils n'ont plus besoin de filets de pêche pour se protéger. Et ils savent aussi avoir des unités d'élite qui montent en gamme. Ce que montre peut-être cette séquence, c'est qu'effectivement, la guerre, et les Ukrainiens, les premiers, les ont fait avec tous les moyens à bord, y compris en bricolant au départ leurs propres drones. Et puis, c'est sur ce théâtre de conflit, et c'est ce qui fait quelquefois qu'on a du mal à en saisir, quelquefois la portée et la dynamique. Vous avez des gesticulations nucléaires de M. Poutine, l'envoi d'un missile balistique sur Dnipro. Donc, tout ça crée une espèce d'ambiance autour. Et il faut aussi à un moment se focaliser sur la guerre elle-même sur le terrain. Ce que la guerre elle-même sur le terrain montre, c'est que les Russes sont dans une phase active avant l'hiver, essayant de prendre deux nœuds qui sont essentiels, Pokrov et Zaporizhzhia. Et c'est là où tout se concentre. Et ils font là la preuve de leur efficacité, justement sur ces deux points, qui sont deux points absolument névralgiques pour la suite, parce que ce sont aussi des nœuds pour l'arrière-pays ukrainien. Jean Guignasti. Pour Pokrovsk, c'est fichu. Je crois que c'est perdu. Il doit rester quelques unités ukrainiennes qui ont pour mission de tuer le maximum de Russes, mais... alors pour Zaporizhzhia, alors pour Kupiansk, que je ne sais pas, je parle sous le contrôle du général et de Louis Gauthier, mais je crois que Kupiansk n'est pas loin de tomber. Zaporizhzhia, c'est autre chose, parce que Zaporizhzhia, c'est de l'autre côté du fleuve. Ils ont la centrale, mais ils n'ont pas la ville. Et là, c'est plus compliqué. Je pense que Zaporizhzhia sera une conséquence de la chute des autres de Pokrovsk et de Kupiansk. Mais c'est un autre morceau et un gros morceau. Alors le temps va nous manquer. Magali, général. Non, mais on voit bien sur les images là l'importance en effet de protéger les routes qui assurent en fait la logistique, et c'est à ça qu'ont servi ces filets de pêche. Et puis d'un mot, hier à l'Élysée, il n'était pas question uniquement des Rafales, mais justement de cette coopération sur les drones, parce que c'est absolument essentiel et qu'aujourd'hui l'Ukraine en manque quand même cruellement. Oui, allez-y. Juste un mot sur Potros. Potros était un nœud important tant que le combat était plus à l'est. Maintenant, c'est un cul-de-sac. Et donc, c'est beaucoup moins important pour l'Ukraine. Maintenant, sur le plan symbolique, c'est très important de ne pas le perdre, bien sûr. Et aujourd'hui, la question, c'est comment sauver les troupes qui sont dans la poche. C'est ça, la question. Merci beaucoup Michel Polaco d'avoir été avec nous. J'ai remarqué derrière vous un magnifique feu de cheminée qui fait franchement envie. Merci Général Trinquant d'avoir été avec nous. Jean Guignasti, merci encore une fois Louis Gauthier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Magali. Merci à vous surtout de nous avoir regardés.